Mesdames, Messieurs, bonjour. Oui, tout va bien, le micro fonctionne. Merci beaucoup à Frédéric Leblay et à la Maison des Sciences sociales et des Humanités pour cette invitation qui m'honore et me fait plaisir en espérant que le PowerPoint fonctionne. Voilà, tout va bien. Donc voilà, merci beaucoup pour votre accueil et pour votre présence. Donc je suis très heureux effectivement de pouvoir vous parler un petit peu alors, de recherche un peu ancienne, donc vous l'aurez compris, mais que j'ai essayé de réactualiser un petit peu en préparant cette conférence, que je voudrais commencer par une citation de Jean-Baptiste de Lamarck de 1820 dans son système analytique des connaissances positives de l'homme. Alors la citation est un peu longue, mais vous verrez, je crois qu'elle est intéressante. L'homme, par son égoïsme trop peu clairvoyant pour ses propres intérêts, par son penchant à jouir de tout ce qui est à sa disposition, en un mot, par son insouciance pour l'avenir et pour ses semblables, semble travailler à l'anéantissement de ses moyens de conservation et à la destruction même de sa propre espèce. En détruisant partout les grands végétaux qui protégeaient le sol pour des objets qui satisfont son avidité du moment, il amène rapidement à la stérilité ce sol qu'il habite, donne lieu au tarissement des sources, en écarte les animaux qui y trouvaient leur subsistance, et fait que de grandes parties du globe, autrefois très fertiles et très peuplées à tous égards, sont maintenant nues, stériles, inhabitables et désertes. On dirait que l'homme est destiné à s'exterminer lui-même après avoir rendu le globe inhabitable. Alors évidemment, lire ça 2 siècles après est un peu traumatisant. Donc je plombe un peu l'ambiance dès le départ, j'en suis confus. Mais au-delà de la dimension un peu prémonitoire de cette citation, même s'il n'est pas question à proprement parler de patrimoine dans cette phrase, il y a malgré tout chez Lamarck ici une réflexion sur la façon, bien sûr, dont l'environnement naturel est nécessaire à la survie de l'homme, mais surtout dont la vision à court terme de l'humanité et sa façon de gérer son environnement interdit sa transmission sous une forme viable aux générations futures et par là même met en cause donc l'existence même de l'humanité. Donc, ce qui permet de faire émerger certaines composantes de la notion de patrimoine qui est définie, alors j'ai tout simplement pris le dictionnaire, comme un ensemble des biens hérités des ascendants ou réunis et conservés pour être transmis aux descendants, ou alors ce qui est transmis à une personne, une collectivité, par les ancêtres, les générations précédentes, et qui est considéré comme un héritage commun. Dans ces 2 définitions, ce qui est au cœur de la notion de patrimoine, c'est bien la transmission. On transmet quelque chose d'hérité aux générations futures. Toute la question, évidemment, c'est qu'est-ce que c'est que cet héritage commun, qui le définit et quelles sont ses limites. Il y a 2 dimensions dans cette notion de patrimoine qui ont été mises en évidence par Olivier Godard dans la citation que je vous mets ici, qui est un économiste, et que je trouve très intéressantes et qui vont être un peu au cœur de ma réflexion dans cette communication. Il dit ceci: les biens patrimoniaux constituent ce qu'on peut appeler des ressources identitaires. Et les 2 termes sont intéressants et complémentaires, à la fois garant matériel de la pérennité du groupe en question et support symbolique de son identité. Il accorde donc au patrimoine 2 dimensions, une dimension de ressources nécessaires à la survie et une dimension symbolique nécessaire à l'identité d'un groupe. Et on a là 2 éléments qui me paraissent très, très intéressants et qu'il importe, je crois, de tenir. Et ce sont ces 2 éléments qui sont transmis donc, d'une génération à une autre au travers donc, d'un héritage, d'un ensemble de biens communs qui appartiennent à une communauté. Cette réflexion sur le patrimoine, elle s'inscrit particulièrement bien dans une perspective qui commence au moment des Lumières, puisque, d'après Dominique Poulot, l'historien, il y a un changement dans la conception du patrimoine au moment des Lumières, qui considère l'héritage du passé, non plus comme un outil au service du souverain pour sa propre gloire ou son intérêt, mais comme un outil pour le groupe, la communauté, la nation ou le peuple, pour servir à son amour de la patrie ou à son amour des arts, donc à son éducation. Donc la dimension utilitaire, en quelque sorte, de l'héritage, on n'utilise pas le mot patrimoine, est centrale ici et pensée au niveau, à l'échelle de la communauté du groupe et non plus à l'échelle individuelle du souverain. Et cette réflexion est accentuée par ce moment de seuil qu'est la Révolution française, qui voit la dissolution en France, évidemment, du peuple comme un ensemble de sujets pour devenir des citoyens.
Et à partir de là, évidemment, quand on n'est plus sujet mais citoyen, se pose la question de ce qui nous unit encore. Avant, quand on est sujet, on est les sujets d'un roi. Désormais, on est citoyen. Qu'est-ce qui fait encore communauté? Comment est-ce qu'on va se définir en tant qu'ensemble qui fait société, qui fait peuple? Et c'est là, bien entendu, que réfléchir à ce qu'est un héritage, à réfléchir à la notion de patrimoine est essentiel parce que c'est entre autres ce patrimoine, cet héritage qui vont permettre de définir une identité nationale et d'unir un peuple autour de ces biens transmis de génération en génération. Et cette interrogation sur ce qu'est la nation, ce qu'est donc le patrimoine, est encore accentuée par le nouveau régime de temporalité qui émerge au moment de la Révolution française, où on sort d'un temps qui était relativement cyclique pour entrer dans un temps tourné vers le futur, un temps linéaire. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On envisage le progrès, on est tourné vers un futur qui est toujours différent et toujours meilleur que le présent ou que le passé. Et on est donc dans un mouvement d'accélération du temps dont on est encore les héritiers aujourd'hui. Tout va très vite, trop vite, et cette accélération du temps, bien entendu, elle interroge l'identité du groupe. Si tout change tout le temps, si on est sans arrêt en mouvement, qu'est-ce qui nous unit encore? Qu'est-ce qui fait encore notre identité, notre point de convergence? Et là encore, bien sûr, déterminer ce qu'est le patrimoine de la nation, déterminer ce qu'est son héritage historique, linguistique, culturel, naturel peut-être, on le verra, est un élément central de cette réflexion identitaire, mais donc qui est remis en avant du fait de cette entrée, disons, dans un temps nouveau, qui est un temps linéaire tourné vers le futur. Dernier point, les Lumières sont souvent considérées comme un moment de tournant aussi dans le rapport à la nature. Alors, c'est un point qui est très débattu, très controversé, mais voilà, pour l'instant, on va prendre ça comme point de départ et puis on pourra en discuter tout à l'heure si vous le souhaitez. Philippe Descola, l'anthropologue, a proposé d'appeler naturaliste le rapport à la nature qui s'établit, qui se conforte à ce moment-là, parce qu'il en voit les traces avant, et qui est un rapport d'extériorité où l'humanité se détache en quelque sorte du monde naturel et ne le conçoit plus que comme un objet, un ensemble de ressources dont il faut, qu'on peut exploiter ou qu'on peut améliorer, mais se détache et se ressort en quelque sorte de cet environnement qui n'en est plus un justement, qui n'est plus qu'une extériorité et un espace d'utilité en fait pour l'humanité. Et là encore, évidemment, nous sommes en grande partie les héritiers de ce rapport extérieur, alors qu'il n'est pas univoque, qui n'est pas seul. Il y a d'autres façons de se relier à la nature, bien sûr, mais qui est celui qui est encouragé par les structures économiques, juridiques, politiques qui se mettent en place au fil du XIXe siècle et qui encouragent ce rapport d'extériorité au monde naturel, qui fait qu'on oublie ses limites, on oublie notre lien avec lui. Et donc, simplement pour rappeler donc, comment cette notion de patrimoine historique, d'abord pas sur la nature, mais historique, se développe justement au tournant de la Révolution française. Alors, c'est des points qui sont sans doute connus, donc je ne vais pas trop m'attarder, mais il y a un célèbre rapport de l'abbé Grégoire du 31 août 1794 où il s'oppose au vandalisme des révolutionnaires qui détruisent énormément de monuments, et il dit « j'ai inventé le mot pour tuer la chose », il a inventé le mot vandalisme, il conceptualise ce que c'est, et par là même, bien sûr, et en creux, en quelque sorte, définit ce qu'est un patrimoine, c'est-à-dire il ôte aux monuments du passé leur dimension politique, donc ne voyons plus dans les palais de la monarchie des incarnations du pouvoir souverain, mais n'y voyant plus, au contraire, qu'une identité de la nation dans ces différentes incarnations à travers le temps. Et c'est ce qu'on va ensuite voir se développer lorsque la notion de patrimoine véritablement va se déployer, avec sa protection autour de la création de l'inspection générale des monuments historiques en 1830, la nomination d'inspecteur, dont le plus célèbre est le deuxième, Prosper Mérimée, qui va occuper ce poste pendant 26 ans, de 1834 à 1860, et la création d'une commission nationale des monuments historiques en 1837, qui établit sa première liste des monuments à protéger en 1840. Bon, je passe très vite, parce que je pense que c'est des choses un peu connues, mais on peut y revenir, bien sûr, si vous le souhaitez. Et donc, j'entre maintenant dans le vif du sujet, qui est de s'interroger sur la façon dont cette notion patrimoniale, sur la base de tout ce que j'ai présenté jusqu'à présent, va s'étendre au patrimoine naturel et quelles conséquences ça a eu sur les modalités de protection de la nature.
Est-ce que vous m'entendez bien? J'ai l'impression qu'il y a un petit écho ou un grésillement avec le micro. Non, ça va. Donc, naissance d'un patrimoine naturel, et je vous ai mis ici exprès ce tableau de Théodore Rousseau, non, ne bougeons pas, petit vous, qui représente donc le massacre des innocents. Alors, c'est pas forcément très clair, mais normalement, j'avais prévu mon petit truc, mais voilà. Ici, il y a en fait, on devine un homme qui a accroché une corde pour tirer. Il est ici, cet homme, il tire l'arbre pour l'abattre. Et vous voyez là au-dessus un autre homme accroché dans l'arbre, en train lui aussi d'attacher une corde qui sera ensuite tirée pour abattre l'arbre. Donc ces innocents, ce sont ces arbres de la forêt de Fontainebleau qu'on est en train de faire tomber. Et donc, merci beaucoup. Il y a donc ces deux dimensions de survie et d'identité que j'évoquais tout au départ se retrouvent dans la protection de la nature. La première est la dimension de survie qu'on peut rattacher au terme de conservation, est très ancienne. On n'a pas attendu le 19e siècle ou le 18e pour protéger des espaces naturels à ce titre-là, et particulièrement en ce qui concerne les forêts, qui sont parmi les premiers espaces dont on interroge justement la durée, la pérennité, et dont on sait la valeur pour les sociétés anciennes. Et donc, on peut remonter très loin sur les actions de protection et de gestion de ces ressources anciennes. Un exemple célèbre parmi d'autres, c'est évidemment l'ordonnance des eaux et forêts de Colbert en 1669. Pour le 19e siècle proprement dit, qui est plus le cœur de mes recherches, on peut évoquer le Code forestier de 1827. Tous ont comme souci, encore une fois, de protéger une ressource pour la survie de la communauté. Donc on est bien dans la notion qu'on évoquait auparavant, sans que le mot patrimoine, bien sûr, n'apparaisse, et donc dans une vision plutôt ressourciste de ces espaces naturels. Ce qui va changer au XIXe siècle, c'est l'introduction de la dimension identitaire dans l'approche qu'on peut avoir de la protection de la nature autour d'une notion qui sera plus celle de préservation, où il s'agit cette fois non pas d'utiliser au mieux un espace, mais de le maintenir dans un certain état, parce que ce paysage, puisque c'est à travers la notion de paysage qu'on va aborder cela, ce paysage incarne un certain nombre de valeurs, et notamment de valeurs identitaires pour la nation. C'est ce qu'on va voir, si on peut passer, merci, dans la protection de la forêt de Fontainebleau, qui est l'un des premiers espaces protégés au monde, en 1861, par un décret de Napoléon III, qui protège 1097 hectares de cette forêt des coupes d'arbres ou de l'exploitation des carrières. Et cette forêt est protégée au titre de réserve artistique. Et elle l'est, là encore, par l'action d'artistes, notamment les artistes de la forêt, les artistes de Barbizon, de l'école de Barbizon, réunis à Fontainebleau. Et c'est pour ça que je vous ai remis de nouveau un Théodore Rousseau, parce qu'il a joué un rôle absolument central dans cette protection, écrivant à Napoléon III. Et là encore, là justement, on est bien dans la protection d'un monument historique. C'est un peu comme ça qu'on présente la forêt de Fontainebleau. C'est plus d'ailleurs pour sa dimension historique que sa dimension proprement naturelle qu'elle est préservée. Alors aussi pour sa beauté naturelle, mais aussi parce qu'elle incarne un certain nombre de moments historiques de la nation et qui valent la peine d'être protégés. Et c'est à ce titre-là qu'on la défend. Et donc là, on a bien cette notion de patrimoine identitaire qui est mise en avant. C'est clair également dans le deuxième exemple que je voudrais vous donner, merci, celui du combat pour la protection d'un lac au Royaume-Uni, le lac de Thirlmere, dans la région des lacs, donc le Lake District, qui est au nord-ouest de l'Angleterre. Alors c'est un échec. Ce combat oppose la ville de Manchester, berceau de la révolution industrielle, qui veut le transformer en réservoir d'eau pour sa population. Donc elle l'oppose aux défenseurs de la nature qui voient au contraire dans la région des lacs le cœur de l'identité du pays, l'Old England, la vieille Angleterre, intouchée depuis des générations, croit-on, et dont les paysages justement incarnent un certain nombre de valeurs identitaires du pays. Et donc on a là évidemment un combat très symbolique entre d'un côté le berceau de la révolution industrielle et de l'autre le cœur de l'identité ancienne de l'Angleterre. Alors combat vain, puisque de fait, ce lac sera transformé en réservoir d'eau. Une loi autorisera Manchester à acheter tout l'espace autour et à construire une digue et à surélever les eaux du lac. Mais ce n'est qu'un demi-échec pour les défenseurs de l'environnement, parce que la loi qui autorise cela va obliger Manchester à prendre toutes les mesures nécessaires
pour préserver le paysage autour du lac tel qu'il était au nom de sa valeur nationale. Et c'est la première fois que la valeur nationale d'un espace, et notamment de la région des lacs en l'occurrence, est mise en avant, y compris dans la loi, et qu'il a été débattu aussi dans la presse à ce moment-là. Donc c'est un moment vraiment central hein, de cette reconnaissance identitaire de certains paysages ici au Royaume-Uni. Mais ça va s'étendre à l'ensemble de l'Europe. Il y a quelque chose d'assez étonnant pour l'historien d'ailleurs que de constater cette convergence européenne autour de la protection des paysages au tournant du 19e et du 20e siècle. Partout en Europe, et je pourrais quasiment vous lister tous les pays européens, on a des actions qui sont menées à ce moment-là en faveur de la protection des paysages au nom de leur valeur patrimoniale, de leur valeur identitaire. Alors, je ne vais pas vous faire donc tous les pays européens, simplement donner quelques exemples. Par exemple, le premier parc national européen est créé en Suède en 1909. Je vous en ai mis ici une belle photographie qui n'est pas de mon fait. En France, on voit la création en 1901 de la SPPF, la Société pour la protection des paysages de France, qui existe encore aujourd'hui sous le titre de SPPEF, elle a rajouté environnement, et qui défend donc ces paysages et qui obtient en 1906 le vote de la première loi européenne, la première loi votée en Europe sur la protection des paysages, qui est donc une loi qui s'intitule la loi sur la protection des sites et monuments naturels à caractère artistique. Les mots, bien sûr, sont importants. Un site et monument naturel à caractère artistique, c'est là encore une approche par l'esthétique, par l'identité qui est privilégiée. Et d'ailleurs, les commissions départementales qui sont créées pour déterminer les espaces à protéger réunissent des notabilités du département et en particulier des notabilités artistiques, hein, beaucoup plus que des scientifiques. Il peut y avoir parfois quelques scientifiques, mais c'est surtout des hommes d'art ou des hommes de lettres qui sont réunis. Autre exemple, en Allemagne, Hugo Convens est un biologiste de renom qui publie un ouvrage sur les monuments naturels qui est traduit et qui l'amène à faire beaucoup de conférences à travers l'Europe et à défendre son idée de protéger des monuments naturels et qui dirige dans le Land de Prusse une institution destinée à cette protection. Et enfin, dernier exemple de cette convergence européenne, eh bien, l'organisation du premier congrès international pour la protection des paysages, qui se tient à Paris en 1909 et qui est plein de propositions très, très intéressantes, mais qui témoigne encore une fois de ce mouvement assez étonnant en fait, hein, réunissant à peu près encore une fois tous les pays européens autour de cette préservation de paysages, donc d'un patrimoine naturel autour de la question de l'identité et de l'esthétique. À partir de l'entre-deux-guerres, le mouvement de protection de la nature va s'étendre et alors, non pas en délaissant complètement cette approche par le patrimoine et la nature, mais en la marginalisant un petit peu au profit d'un intérêt plus scientifique pour les espaces qu'on cherche à protéger, les espaces de nature qu'on cherche à protéger. Et je vais vous en donner quelques exemples. Alors, je vais brosser à très grands traits. Hein. Évidemment, je ne peux pas rentrer dans le détail, donc pardon si ça paraît un peu caricatural à certains d'entre vous, mais c'est simplement pour donner un peu une idée de cette évolution, donc d'une protection de la nature qui se fait de plus en plus au nom de l'intérêt scientifique, de la valeur écologique de certains espaces. Alors, j'avais mis ici cette photographie de la réserve naturelle de Wicken Fen, qui est, à ma connaissance, la première réserve naturelle justement créée en Angleterre, donc le premier espace protégé, donc bien avant la Première Guerre mondiale, mais déjà pour sa valeur écologique. Alors, il est assez isolé, il n'y en aura pas beaucoup d'autres, et c'est donc vraiment après la Première Guerre mondiale, et là je veux bien qu'on repasse, pardon, merci beaucoup, que ce mouvement va se conforter. Quelques exemples français. La réserve de Camargue est créée en 1927 et elle est intéressante parce qu'elle est justement un peu à mi-chemin de ce mouvement dont je vous parlais, parce que c'est bien une réserve naturelle gérée par la Société nationale de protection de la nature, ancienne société d'acclimatation, donc qui le fait au nom de sa valeur écologique. Et en même temps, évidemment, la Camargue a une identité très forte qui est liée à son environnement naturel et la dimension identitaire dès lors de cette protection n'est pas complètement effacée. Donc on est bien ici dans cette espèce d'entre-deux hein, où les aspects patrimoniaux identitaires et patrimoniaux ressourcistes ou écologiques sont présents.
C'est moins le cas avec la création de l'UICN en 1948, donc qui s'appelle d'abord Union internationale pour la protection de la nature, quand elle est créée en 1948, et qui devient en 1956 Union internationale pour la conservation de la nature. Et évidemment, le changement sémantique n'est pas innocent. Elle se crée à Fontainebleau. Évidemment, la volonté de l'inscrire dans une histoire ancienne française est importante, donc l'ancrer dans le passé, mais elle n'a plus grand-chose à voir en fait avec les approches qui étaient poussée par les peintres de Barbizon et par la protection de Fontainebleau, puisqu'elle propose plutôt une réflexion sur les atteintes à l'environnement naturel proprement dit, les réserves qui sont en danger, c'est elle qui établit les listes d'espèces menacées, etc. Et donc la dimension de protection d'un paysage au nom de sa valeur identitaire est vraiment pas centrale dans son travail. Elle ne l'est pas non plus dans la création des parcs nationaux, qui sont donc créés en 1960 en France. Et là, je veux bien que... Voilà, parce que je voulais vous citer l'article 1 de cette loi sur la création des parcs nationaux, qui dit ceci, un parc national, donc le territoire de tout ou partie d'une ou de plusieurs communes peut être classé par décret en Conseil d'État en parc national, lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, du sous-sol, de l'atmosphère, des eaux et en général d'un milieu naturel, présente un intérêt spécial et qu'il importe de préserver ce milieu contre tout effet de dégradation naturelle et de le soustraire à toute intervention artificielle susceptible d'en altérer l'aspect, la composition et l'évolution. Alors il y a l'aspect, donc il y a quand même ici se glisse cet aspect, cette question justement peut-être de paysage, mais vous voyez bien que ici, dans la définition du parc national, ce qui importe, c'est bien la protection d'un espace naturel pour sa valeur, on dirait de biodiversité, en tout cas d'espèces, d'espaces, etc., pour sa valeur écologique, et pas tant pour ce qu'il dit d'une identité nationale ou d'une communauté. Et c'est encore plus vrai lorsque le concept de biodiversité finit par s'imposer. Alors, il émerge dans les années 1980 et devient central à partir de la Convention sur la diversité biologique qui est signée à Rio en 1992. Et elle poursuit 3 objectifs, cette convention, et les objectifs sont intéressants quand on les lit. Donc, ces 3 objectifs sont la conservation de la biodiversité, l'utilisation durable de ses composants, et le partage juste et équitable des avantages découlant de l'exploitation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles qui y sont associées. Vous voyez, utilisation durable de ces composants, partage des avantages découlant de l'exploitation des ressources. On est bien ici pleinement, dans cette convention, dans une vision conservationniste, c'est-à-dire on doit conserver une biodiversité ici, donc une variété d'espèces, un nombre d'espèces, etc., à des fins d'utilisation, de survie en quelque sorte de l'humanité parce qu'elles sont indispensables pour cette survie. Et là, la dimension évidemment de paysage, etc., n'apparaît plus. Alors, je ne suis pas en train de critiquer ce concept de biodiversité, je pointe juste les évolutions qu'il porte en lui. Donc, vous voyez comment la protection de la nature, la façon dont la protection de la nature se déploie au cours du XXe siècle se fait au-delà donc, de la notion de paysage et de patrimoine naturel, ce qui ne veut pas dire pour autant que cette notion est donc complètement effacée, complètement oubliée. Au contraire, elle va continuer à être activée et voire à se définir. Parce que l'expression patrimoine naturel, encore une fois, que j'ai utilisée pour l'instant, n'a pas eu d'existence légale jusqu'à présent. Elle n'a pas été à proprement parler vraiment définie. Alors, autant que j'ai pu le voir en France, elle surgirait en 1967 dans la définition des parcs naturels régionaux. Et au niveau international, c'est en 1972, avec la Convention pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel, qu'elle est définie. Elle se fait, donc cette convention est signée elle aussi à Paris, décidément cœur de la protection de la nature, avec un rôle central de l'UICN dans cette définition et dans cette action, et c'est la première fois que les 2 patrimoines culturels donc, et naturels sont réunis. Là encore, il est intéressant de voir comment la notion de patrimoine naturel est définie. Je le présente rapidement. Donc, sont considérés comme patrimoine naturel les monuments naturels
qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue esthétique ou scientifique, les formations géologiques et physiographiques et les zones menacées qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la science ou de la conservation, et enfin les sites naturels ou les zones naturelles strictement délimitées qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la science, de la conservation ou de la beauté naturelle. Et voyez là encore que dans cette définition, on met beaucoup plus en avant la dimension scientifique, et encore une fois, je ne suis pas en train de le critiquer, hein, je le pointe simplement, que la dimension proprement esthétique, même si celle-ci apparaît, elle est là. Ce qui est intéressant, c'est qu'on met en avant à chaque fois la valeur universelle exceptionnelle de ces espaces. J'y reviendrai parce qu'il me semble que c'est un point important. Même si donc la dimension de beauté esthétique, voire identitaire, persiste donc dans cette définition du patrimoine naturel, et c'est bien normal, il me semble qu'elle est quelque peu négligée par la suite au profit de la dimension de biodiversité. Dans cette dimension patrimoniale, c'est, il me semble, plus la biodiversité qui va prendre le dessus, à travers, en France par exemple, l'inventaire national du patrimoine naturel, qui est institué en 2002 sous l'égide du Muséum national d'histoire naturelle, et qui donc dresse l'inventaire des richesses écologiques, faunistiques, floristiques, etc. de la France, sur la base desquelles on va déterminer les fameuses ZNIEF, ce terme magnifique et toujours imprononçable et qui perturbe toujours un peu les étudiants, les zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique, qui pointent donc des lieux exceptionnels justement par leur valeur écologique, faunistique et floristique. Bref, de plus en plus d'espaces sont protégés au titre du patrimoine naturel, mais souvent par et pour la biodiversité. Et donc plus, il me semble, dans l'acceptation de survie, de ressources, qui était pointée dans la notion de patrimoine, plus que donc dans la dimension identitaire de celui-ci. Et je crois que ce glissement s'explique par des limites qui sont associées à l'approche patrimoniale que je voudrais présenter maintenant, s'il vous plaît. Et oui, ça, c'était juste pour faire une slide et pour vous montrer le Congo, mais voilà, merci. On peut interroger en effet la pertinence d'une approche de la protection de la nature par le patrimoine. Est-ce que ça a encore vraiment un sens? Est-ce que finalement, on ne pourrait pas simplement dire, eh bien, il faut protéger la biodiversité et s'arrêter là? Alors, je ne le pense pas, hein, même si je vais pointer tout de suite des problèmes liés à l'approche patrimoniale, il me semble qu'il faut continuer à protéger des paysages et qu'il faut bien sûr aussi continuer à protéger des lieux de diversité biologique exceptionnels. Pour autant, l'approche patrimoniale présente un certain nombre de limites. La première et la plus importante, je crois, c'est qu'elle introduit une sélection d'espaces ou d'espèces et un zonage. Elle met sous cloche un espace dont on a dit qu'il avait une valeur exceptionnelle pour sa beauté esthétique, enfin pour sa beauté, pour les espèces qui l'habitent ou pour les plantes qu'on peut y trouver. Ce qui pose deux problèmes. Le premier, c'est qu'on sait bien aujourd'hui que les pollutions sont intrusives, qu'on ne peut pas les cantonner à certains espaces, enfin, les exclure d'un espace et les maintenir ailleurs, tout est poreux, que les espèces évidemment se déplacent également et que donc mettre sous cloche un lieu est très compliqué. Par ailleurs, définir ainsi un espace exceptionnel à protéger suggère que le reste est de moindre importance et peut-être abîmé. En tout cas, qu'on peut y prêter moins d'intérêt. Et ce qui peut encourager justement la destruction d'une nature qu'on appelle ordinaire, qui est celle qui est aujourd'hui probablement la plus menacée, et celle à laquelle il faudrait prêter plus d'attention. Alors c'est pour ça que je vous ai mis ces deux très belles images, enfin l'une un peu dramatique, mais une hirondelle rustique dont les populations en France ont diminué de 40% en 10 ans. J'ai dû vérifier à plusieurs reprises pour être sûr du chiffre, c'est la LPO qui l'a suggéré, donc 40% d'hirondelles rustiques de moins en 10 ans. Et puis évidemment les abeilles, bon ça je pense que tout le monde connaît un peu ce qui est en train de se passer. Cette nature ordinaire, cette nature du quotidien, est celle qu'on rencontre donc, dans notre quotidien, et celle qui est peut-être, donc encore une fois, la plus menacée, mais aussi celle
sur laquelle il faudrait qu'on apprenne à porter un autre regard, parce que c'est peut-être par là que peut commencer un changement d'attitude envers le monde naturel, et donc une protection de la nature qui serait plus efficace et qui enfin porterait ses fruits. Donc ça, c'est deux des problèmes qui sont posés par la question du zonage et de la sélection. Un autre problème, bien sûr, c'est de savoir qui sélectionne. Il y a des conflits de légitimité dans la détermination d'un patrimoine. C'est vrai pour le patrimoine historique et culturel, c'est vrai aussi pour le patrimoine naturel. Qui va dire, qui a légitimité pour dire tel espace, telle espèce doit être protégée? Alors bien sûr, les scientifiques, et évidemment, mais historiquement, on a vu très souvent des tensions, des débats entre des gens, par exemple pour les forêts, notamment celle de Fontainebleau, ceux qui disaient « mais oui, nous, forestiers, savons gérer cette forêt, savons la conserver et on a besoin d'exploiter ». Les artistes qui disaient « oui, mais vous nous embêtez, nous on veut la laisser se développer naturellement et on aime ces vieux arbres qui sont des catis ». Et puis les touristes qui disaient « oui, mais nous on aime bien s'y promener, mais on aimerait bien ne pas avoir des arbres qui s'abattent sur nous et puis on veut avoir des sentiers qui soient déterminés, etc. » Et donc, qui là-dedans est le plus légitime pour déterminer le mode de protection, le mode de préservation de cet espace? Et donc, ces conflits de légitimité, ils sont centraux, évidemment, lorsque on a une approche par le patrimoine. Et enfin, un dernier problème, j'espère juste que je n'en ai pas oublié, non. Le dernier problème de l'approche patrimoniale, c'est qu'elle amène à considérer des espaces naturels comme un bien pleinement approprié, qu'on peut donc se transmettre de génération en génération. Et il me semble que dans cette approche, il y a peu de place pour une relation autre qu'une relation séparée et hiérarchique entre les êtres humains et une nature qu'on objective, qui devient un objet, quelque chose qu'on se passe de main en main, au mieux, d'une génération à une autre. Ce sont bien les sociétés humaines qui vont décider de ce qui doit être sauvé ou patrimonialisé, qui vont délimiter, etc. Or, je crois que c'est cette relation-là d'extériorité, d'objectivation qu'il faut probablement transformer, encore une fois, si on veut sortir de la catastrophe en cours. Alors, j'ai pensé en préparant cette conférence à une solution possible, sans renier le patrimoine. Alors, je prends un peu des risques en vous la proposant, parce que c'est vraiment une idée qui m'est venue en réfléchissant à cette conférence. Donc, vous me direz si je suis en plein délire ou si ça peut être intéressant. Mais je voudrais vous proposer une manière peut-être d'utiliser le patrimoine naturel à plein, en revenant à l'identité. C'est-à-dire, le tableau que j'ai brossé jusqu'à présent laisse entendre donc que sur ces deux piliers que seraient la dimension ressourciste et de survie d'un côté et la dimension identitaire et symbolique de l'autre, c'est la dimension ressourciste et de survie qui l'a emporté dans le patrimoine. C'est en ce nom-là qu'on protège une biodiversité, etc., à juste titre. Mais peut-être qu'on pourrait prendre la notion de patrimoine naturel au sérieux en y réintroduisant pleinement la dimension identitaire, mais cette fois non pas évidemment pour définir une identité nationale, mais une identité humaine. Et pour cela, je voudrais m'appuyer sur les trois valeurs du patrimoine qui ont été identifiées par l'historien Étienne François, donc à propos du patrimoine historique. Il disait que donc, un patrimoine, ce sont donc trois choses. D'abord, une identité. La nation est pensée et présentée comme une personne. C'est ensuite une continuité. La nation est la même chose tout au long de son histoire, et les différents moments de son passé ne prennent sens que les uns par rapport aux autres. Et enfin, la nation, c'est une unité. La nation ne peut exister que dans l'unité de tous ses membres. Donc, trois valeurs du patrimoine, identité, continuité, unité, ici, chez lui, dans le rapport, évidemment, au monument historique et à la nation. Donc, est-ce que cette triade pourrait s'appliquer au patrimoine naturel, en ce qui serait fondateur donc, d'une commune identité? Et donc, est-ce que la façon dont on protège le patrimoine naturel ne relèverait pas donc seulement de la survie, mais tiendrait aussi, donc même si on ne s'en rend pas compte, à une identité? Alors, que dirait de notre humanité l'idée d'un patrimoine naturel? Pour ce qui est de l'unité, c'est assez facile. Notre sort commun, en tant qu'être vivant et êtres humains, dépend de ce patrimoine naturel, pour respirer, pour avoir une eau potable, pour assurer la reproduction des plantes, la diversité alimentaire, etc. Donc l'humanité, en ce sens, est une dans ses dépendances et ses fragilités. Alors, bien sûr, cela peut varier selon l'espace où vous vivez, selon la classe sociale à laquelle vous appartenez, etc. Bien entendu qu'il y a des nuances dans cette dépendance, mais fondamentalement,
Nous sommes des êtres vivants dépendants de notre environnement naturel et de sa bonne tenue, en quelque sorte. La continuité, j'ai eu un peu plus de mal, j'avoue, à faire rentrer la notion de continuité là-dedans, mais en y réfléchissant, je pense qu'on peut simplement rappeler que l'humanité coexiste depuis des millénaires avec les êtres vivants et les milieux naturels dans un processus de coévolution et de coadaptation, qui n'a certes pas toujours été pacifique, mais qui n'a jamais atteint le stade de la 6e extinction de masse que nous provoquons. Et donc, il me semble que l'humanité telle qu'elle existe aujourd'hui s'est forgée dans cette interaction biologique avec le reste du vivant. Et qu'on ne doit pas simplement regarder notre histoire à l'aune des quelques siècles qui sont passés, mais bien à l'aune des milliers d'années qui ont forgé qui nous sommes dans cette interaction avec le vivant et donc dans cette continuité entre l'humanité et le monde naturel. Et enfin, l'identité. Bien, si le patrimoine naturel contribue à définir qui nous sommes, c'est aussi parce que nous sommes des êtres de nature et que nous avons tendance à l'oublier. Prendre au sérieux l'existence d'un patrimoine naturel de l'humanité, il me semble que c'est accepter de nous replacer dans le vivant, non à part, hors du monde. C'est-à-dire revenir en partie et en partie seulement sur le programme d'arrachement des Lumières, qui proposait justement d'échapper à notre animalité, de faire de nous simplement des êtres de raison en nous détachant du monde naturel. Alors il ne s'agit pas de revendiquer une bestialité, c'est vraiment pas du tout mon propos, mais simplement d'accepter notre commune dépendance à la Terre, notre insertion dans un réseau de dépendance biologique et physique. En quelque sorte, garder les pieds sur terre, tout en gardant la tête dans les nuages et dans le ciel de la raison. Essayer de tenir les deux, ce qui me paraît tout à fait essentiel. Et c'est ce que nous avons voulu rappeler, et vous me pardonnerez de vous présenter mon dernier ouvrage, mais c'est un ouvrage qui me tient beaucoup à cœur, donc je voulais vous le présenter très rapidement, et il me semblait assez cohérent. Donc, c'est un ouvrage que j'ai co-dirigé donc, avec mon collègue Steve Agimon, dans lequel nous réunissons une trentaine d'historiens spécialistes d'histoire environnementale, et où nous étudions donc, le rapport des sociétés occidentales à la nature depuis 3 siècles. Et nous avons justement, ce que montrent la plupart des contributions de nos collègues, c'est l'accroissement en fait, d'un sentiment, encore une fois, de détachement par rapport au monde naturel, d'oubli du monde, de terre perdue, c'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça, au sens où on a cru pouvoir se détacher de toutes les contraintes physiques, ce qui évidemment aujourd'hui nous est rappelé brutalement par la crise qu'on connaît. Et notre propos dans l'ouvrage est aussi de rappeler la nécessité de rendre visible à nouveau cette dépendance, à la fois dans ce qu'on doit à la Terre et dans ce qu'on fait à la Terre, dans chacun de nos gestes, où on a invisibilisé évidemment les conséquences de chacune de nos actions, qu'il s'agisse d'allumer une lumière, de jeter quelque chose à la poubelle ou de consommer. Et dans ce cadre-là, il s'agissait de rappeler l'importance des reconfigurations des imaginaires, puisque notre imaginaire, justement, est malade, et la responsabilité du politique dans ce cadre-là. Et pour conclure, je voudrais laisser les derniers mots à George Sand, il y a pire, qui a écrit un texte absolument magnifique sur la forêt de Fontainebleau en 1872 dans le journal Le Temps, et qui envisage déjà, je crois, dans ce texte, ce lien essentiel, presque ontologique, entre la préservation de la nature et l'humanité, et en continuité, je crois, avec la remarque de Lamarck que j'ai citée en introduction. Donc je lui laisserai les derniers mots. Quand la terre sera dévastée et mutilée, nos productions et nos idées seront à l'avenant des choses pauvres et laides. L'homme a besoin de l'Éden pour horizon. Je sais bien que beaucoup disent, après nous, la fin du monde. C'est le plus hideux et le plus funeste blasphème que l'homme puisse proférer. C'est la formule de sa démission d'homme, car c'est la rupture du lien qui unit les générations et qui les rend solidaires les unes des autres. Je vous remercie.